8h13, Thibaut de Montbrial est l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, officier dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et vous venez de publier, vous avez publié aux éditions L'Observatoire France, le choc ou la chute. On va parler évidemment de tous les sujets d'actualité et notamment du procès de Samuel Paty. Vous êtes l'avocat de la sœur de Samuel Paty. Je voulais qu'on commence avec Quentin Derenque et avec ce qu'a dit hier soir Jean-Luc Mélenchon. 15 jours après la mort de Quentin Derenque, lynché à mort par des militants d'extrême gauche, l'enquête se poursuit pour établir les responsabilités. Jean-Luc Mélenchon donnait hier soir un meeting à Lyon et il a traité Quentin de néo-nazi. Comment est-ce que vous avez réagi en entendant ça ? Jean-Luc Mélenchon et d'une manière générale la France insoumise sont dans une logique que je trouve très inquiétante de fuite en avant. La mort de Quentin aurait pu, et pour tout dire, aurait dû être un moment où la vie politique française en général et la classe politique française en particulier prennent le temps de faire un pas de côté, de mettre un peu le temps sur pause et de se dire collectivement, attention, où va-t-on ? Ça fait des années que la violence augmente dans le pays, mais en particulier en politique. Il y a eu des tags sur les permanences parlementaires, il y a eu des insultes, il y a eu des agressions physiques, 2 fois plus d'agressions physiques sur les élus qu'il y a 5 ans. Et maintenant, un militant est tué par des gens, par la meute, la jeune garde de la France insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon revendique qu'ils sont liés et alliés. Donc c'est une unité qui est liée à la France insoumise. Et au lieu de calmer le jeu, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise choisissent d'hystériser. C'est-à-dire de se désigner en victime, c'est la fameuse inversion accusatoire. Pourquoi est-ce que c'est très inquiétant ? On pourrait considérer que c'est aberrant, qu'il va encore baisser dans l'opinion publique, etc. C'est très inquiétant parce que ça montre qu'il y a là une stratégie délibérée qui est une stratégie de la tension. Il y a une stratégie délibérée qui est celle d'assumer les violences, de faire des clins d'œil, c'est plus que des clins d'œil, de tendre la main à des gens qui sont dans l'illégalité, parce que c'est une ligue dissoute, la jeune garde, qui sont violents, qui ont fait rentrer des gens violents jusqu'à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a là des attachés parlementaires, d'un député qui est lui-même le chef fondateur de la jeune garde, et qui en parle dans une vidéo que vos confrères de Quotidien ont révélée sur l'université d'été de la France insoumise l'été dernier, où Raphaël Arnaud parle de la jeune garde qui vient d'être dissoute en disant « nous » et « je ». Donc, il y a là le fait qu'ils assument totalement, non seulement la violence passée, mais je le crains, la violence à venir, et je trouve ça extrêmement grave pour notre démocratie. Il y a une responsabilité morale et politique de la France insoumise ? Morale et politique, bien sûr. Il y a une responsabilité dans la mort de Quentin. Il y a une responsabilité morale et politique de la France insoumise, et l'enquête déterminera s'il n'y a pas une responsabilité judiciaire. Encore une fois, pourquoi est-ce que je vais aussi loin ? Parce que la France insoumise elle-même continue à arrimer à elle cette organisation criminelle, alors qu'elle devrait tout faire pour s'en dissocier et condamner ses actes. 81% des Français souhaitent la démission de son poste de député de Raphaël Arnaud. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Il a encore sa place à l'Assemblée, Raphaël Arnaud, pour vous ? Pour moi, il ne l'a jamais eu. Alors, il l'a, entendons-nous, il l'a démocratiquement parce qu'il a été élu. Soit dit en passant, il a été élu parce que le bloc central s'est désisté en sa faveur, ce que beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à occulter. Il faut rappeler les choses. Raphaël Arnaud, il n'a pas été élu sur son seul mérite en ayant battu tout le monde. Il a été élu parce que le bloc central s'est désisté en sa faveur. Ne l'oublions pas. Ensuite, que des gens aient préféré voter pour quelqu'un d'aussi notoirement défavorablement connu que lui, ça nous renvoie aux fractures profondes dans notre société. Mais qu'il ait été acclamé, souvenez-vous de ces images incroyables, il a été acclamé par le bloc France Insoumise debout, dans l'enceinte de l'Assemblée, quand il est entré au Parlement. Tout ça nous dit quand même beaucoup de choses sur l'état de notre pays et sur la violence intrinsèque à la France insoumise.
Vous êtes avocat, vous connaissez parfaitement la loi, les textes. Une enquête a été ouverte à Paris sur des soupçons de reconstitution de la jeune garde qui a pourtant été dissoute par Bruno Retailleau en juin dernier. Ces dissolutions, elles servent à quelque chose ou bien ce sont des coups d'épée dans l'eau? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est l'exemple de la jeune garde, ça ne révèle pas l'impuissance de l'État? Alors, non, pourquoi? Parce que ce sont des mécanismes à plusieurs coups. Le premier coup, c'est la dissolution. Dans 9 cas sur 10, ça marche. Il y a énormément d'organisations qui, à un moment, ont été très connues, notamment à l'ultra-droite, il y a quelques dizaines d'années, qui ont été dissoutes et qui ont effectivement cessé d'exister. Par contre, pour une organisation qui refuserait sa dissolution, il y a le coup d'après, qui est l'infraction de reconstitution de ligue dissoute, qui est assez sévèrement punie par le code pénal. Alors après, il faut évidemment il y ait des poursuites et qu'ensuite il y ait des condamnations. Mais en tout cas, sur le papier, c'est une infraction qui est assez efficace. La question qu'on peut se poser, c'est qu'il y avait de nombreux signaux faibles qui montraient que la jeune garde, en réalité, ne s'était pas du tout dissoute au mois de juin dernier, après le décret signé par Bruno Retailleau. Et pourquoi ne pas avoir engagé plus tôt une action en reconstitution de ligue dissoute? Je constate qu'en tout cas, pour l'instant, c'est fait. Ça va être intéressant de voir jusqu'où ça va. Est-ce que quand Raphaël Arnaud dit dans un reportage « nous et je » en parlant de la jeune garde, il va être poursuivi? Rien que ça va être intéressant. Cette semaine, Emmanuel Macron a réuni des responsables du gouvernement à l'Élysée pour évoquer la lutte contre les groupes violents d'extrême gauche comme d'extrême droite. La menace est la même pour vous? Alors, dans l'absolu, le groupe le plus structuré, le plus dangereux par sa proximité avec un parti politique existant et par son nombre, c'est la jeune garde. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il existe à l'ultra-droite des groupes qui peuvent être dangereux, mais il y a une différence fondamentale aujourd'hui. Ce n'était pas vrai forcément hier ou avant-hier, mais ça l'est aujourd'hui. Il faut analyser les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui et pas telles qu'elles se passaient autrefois. C'est que à l'extrême gauche, il y a un lien politique direct et assumé, on en vient d'en parler longuement, entre le parti et le groupuscule, la France Insoumise et la Jeune Garde. Alors qu'à l'ultra-droite, les groupuscules violents qui peuvent exister n'ont plus aucun lien avec quelque parti politique de droite ou de droite dure que ce soit. Et au contraire, si vous prenez le Rassemblement national, Marine Le Pen, quand elle est arrivée à la tête du Rassemblement national, elle a fait un ménage qui lui a d'ailleurs parfois été reproché en interne. Certains diront que le ménage n'est pas parfait, moi je ne rentre pas là-dedans, mais je constate qu'en tout cas, il y a une volonté très claire et assumée et qui se voit dans les actes du RN de se dissocier des groupuscules d'ultra-droite, alors que la France Insoumise fait exactement l'inverse. Oui. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, ou le Premier ministre Sébastien Lecornu ont renvoyé dos à dos le RN et LFI. Comment est-ce que vous décryptez ça? Je pense qu'on est déjà dans une logique qui est de la préparation de l'élection présidentielle de 2027, où le bloc central essaye, comme il l'a toujours fait, de se présenter comme la seule force de gouvernement qui soit républicainement acceptable. Donc c'est son intérêt de renvoyer dos à dos le RN et la France Insoumise. Je rappelle simplement que si des gens comme Raphaël Arnaud ou bien d'autres députés de la France Insoumise, qui sont des gens extrêmement radicaux dans leur position et dans leur parcours, ont été élus, c'est grâce au bloc central qui s'est désisté en leur faveur en 2024. L'insécurité en France, la violence, c'est dans ce climat de violence politique que se déroule la campagne des municipales. La sécurité qui s'impose comme un des thèmes principaux dans cette, si ce n'est pas le thème principal, dans ces campagnes, parce qu'il y a autant de campagnes que de communes, bien sûr. De nombreux maires promettent plus de caméras, de policiers municipaux, et il y a eu l'adoption par le Sénat du projet de loi qui vise à étendre les compétences des policiers municipaux. Ça, c'est très important. Le texte va revenir à l'Assemblée en mai. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain, vous qui êtes un spécialiste de ces questions? Alors d'abord, au Centre de réflexion sur la sécurité intérieure que je préside, on a fait faire un sondage l'année dernière et à une écrasante majorité, plus de 85 à 95% des réponses, les maires, donc de droite, de gauche, de petites, de grandes villes, disaient que la sécurité allait être la priorité numéro 1 des électeurs lors des élections municipales. Et de fait, c'est ce que l'on constate. Ensuite, ce texte auquel vous faites référence, c'est un texte qui est très important, qui pourrait même aller encore plus loin, mais qui va permettre de rompre des aberrations procédurales actuelles, telles que par exemple celles qui obligent aujourd'hui les policiers municipaux à faire appel aux policiers nationaux pour un certain nombre d'actes dans le cadre de contrôle de véhicules, par exemple. On a un système d'empilage de compétences qui n'est pas fluide. Donc il faut fluidifier tout ça, et c'est évidemment un texte qui va dans la bonne direction et dont j'espère qu'il sera adopté le plus vite possible.
On diffuse régulièrement, que ce soit sur Europe 1 ou sur CNews, bien sûr, des reportages sur des quartiers qui partent à volo. Dans votre livre, vous appelez de vos voeux un choc d'autorité. Quelles sont les mesures d'urgence qu'il faudrait prendre pour pacifier ces quartiers qui partent à volo? Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans ces quartiers, il y a une immense majorité de gens qui n'ont qu'une envie, c'est de bosser et de vivre tranquillement. Les premières victimes de l'effondrement de l'autorité de l'État... C'est une formule quand vous dites une majorité de gens, Non. ou vous le savez? Oui, mais, non, mais c'est une réalité. Oui. Vous avez, justement, je développe un tout petit peu. Oui, bien sûr. Vous avez dans les quartiers, vous avez des Français déclassés et des gens qui sont immigrés et qui sont la plupart en situation régulière et qui bossent et qui essayent d'éduquer leurs enfants correctement. Ces gens sont pris dans un étau entre les voyous, la grande criminalité organisée, qui parfois même bloquent les quartiers, filtrent les entrées, etc., et les islamistes qui exercent une influence importante compte tenu de l'origine de la plupart des populations qui vivent dans ces quartiers. Donc, ça permet de rappeler une chose essentielle, c'est que les premières victimes de l'insécurité et de l'effondrement de l'autorité de l'État, ce sont les personnes les plus défavorisées. Donc, rétablir l'ordre, non seulement c'est la base du pacte républicain, mais en plus, c'est une obligation que l'État doit aux plus faibles. Il faut le marteler. Et ça, la gauche l'a oublié? Ah, mais la gauche l'a complètement oublié. Pourquoi? Aujourd'hui, la gauche se plaint de ce qu'il y a une droitisation. On entend la droitisation du débat public, la lepénisation des esprits, la droite qui serait attirée, etc. Mais non. La sécurité, le fait d'être capable de vivre sereinement et de pouvoir s'épanouir professionnellement, personnellement, etc., c'est la base du pacte social, encore une fois. C'est le premier devoir que l'État doit à sa population. Et c'est quelque chose qui est ni de droite ni de gauche. C'est un besoin primaire de l'être humain, dit le psychologue Maslow. Donc, tout ça ne devrait pas être l'objet d'une hystérisation politique. Et il faut se souvenir de la question, qui sont les gens qui souffrent? Les gens qui souffrent, c'est les plus défavorisés. Et donc, moi, je milite pour des opérations qui soient des opérations coordonnées, policières et judiciaires, mais il faut que ce soit vraiment coordonné et avec des moyens importants engagés, éventuellement des états d'urgence locaux, ce qui est permis par la loi de 1955, pour faire du ratissage de certaines cités et de traiter judiciairement les délits et crimes constatés et éventuellement par la force nécessaire les résistances qui seraient opérées par les voyous à la force publique. Mais est-ce que ce ne sont pas les opérations coup de poing qui ont déjà été menées? Ça va au-delà? Moi, je pense qu'à un moment, et ce sera... Oui. Quelle est la différence, justement, avec ces opérations coup de poing? La différence, c'est qu'il faut que nous ayons le moment venu, mais c'est impossible dans l'équilibre politique actuel, une cohérence qui parte de l'Élysée et qui descende par le gouvernement vers l'intérieur, la justice, etc., et que la première des choses qui soit faite, c'est d'assumer, s'il le faut, dans le cadre d'opérations telles que celles que je viens d'écrire, l'usage de la force légitime. Aujourd'hui, l'État a la force légitime, elle en a même le monopole. Elle ne l'utilise pas? Elle ne l'utilise pas, ou très peu, pas assez. Pourquoi? Parce qu'il y a une tétanie générale des conséquences sur les policiers et les gendarmes de l'usage de la force. Et je vais vous dire, des gens, un pouvoir... Très concrètement, ça irait jusqu'où? C'est l'usage de la force. Mais moi, je ne demande rien d'autre que l'application de la loi. Oui. Aujourd'hui, un exemple. Les policiers et les gendarmes se restreignent dans l'utilisation de la force. Si vous avez une situation qui permet une force à cette hauteur-là, les policiers et les gendarmes se contraignent à ne pas excéder ce niveau-là, alors qu'ils pourraient monter jusque-là. Pourquoi? Moi, beaucoup de policiers et de gendarmes me disent, je résume, mais c'est une phrase que j'ai entendue, si je sors de la voiture pour intervenir, j'ai le choix entre l'hôpital, si je me fais défoncer, ou la prison, si c'est moi qui utilise la force, alors que pourtant j'en ai le droit. Parce que les actions de police sont très mal comprises et analysées par un certain nombre de magistrats, pas tous, mais beaucoup, parce que des hommes et des femmes politiques, souvent, n'ont pas le courage, au-delà des mots, d'être derrière les forces de sécurité intérieure. Et tout ça doit changer. Et je vais vous dire, 80% de la population est d'accord avec ce que je dis. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on n'assume pas tout simplement ce qui est à la base de notre organisation sociale et ce qui permettrait aux braves gens, aux gens qui bossent, qui se lèvent le matin, qui ont des enfants qui vont à l'école et qui n'ont pas envie de se faire trucider ou violer, de vivre correctement.
Thibaut de Montbrial est l'invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Thibaut de Montbrial, je voulais vous entendre également sur le risque de corruption qui semble augmenter. Corruption de certains policiers, corruption de certains magistrats ou auxiliaires de justice, corruption de certains gendarmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est évidemment un signal très faible, heureusement, mais c'est un phénomène qui semble aller en augmentation. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ce matin? C'est une question qui est cruciale. Quand une société va mal, il y a de la violence et ensuite il y a de la corruption. Aujourd'hui, il y a une corruption dont on parle. Vous voyez, votre question montre que depuis quelques mois, on en parle beaucoup plus ouvertement. Bruno Retailleau en avait parlé quand il était à Beauvau. Bruno Retailleau en a parlé. Pourquoi? Parce que ça vient de la grande criminalité organisée, donc de ce qu'on appelle le narcotrafic, mais qui est en réalité plus compliqué que ça. Et là encore, État faible, eh bien, d'autres organisations, des contre-cultures s'imposent. Et puisque la vertu de la loi républicaine est remise en cause, eh bien, elle est remplacée par la force de l'argent et de la menace. Et vous dites c'est un signal très faible, mais ce qui est inquiétant, vous savez, ce qui compte, c'est les dynamiques. Oui. Et en quelques années, on a une explosion, alors qui reste faible en proportion. Oui. Mais par contre, la dynamique est très inquiétante. Et vous venez de le rappeler, ça touche au premier chef la police, la gendarmerie, les douanes, etc. Mais on commence à le voir dans l'organisation judiciaire en général. Et même à certains niveaux de politique locale. C'est quelque chose qui est très, très, très inquiétant comme signal. Est-ce que ce sont, par exemple, des jeunes qui rentrent dans la police avec de louables intentions, ils veulent être policiers, et qui sont rattrapés par leur quartier, ou est-ce que ce sont des policiers envoyés directement par les narcotrafiquants? Alors, je pense pour prendre l'exemple d'un policier. Je ne pense pas qu'il faille afficher telle ou telle catégorie de population. Je pense que c'est beaucoup plus large. D'accord. Vous avez des gens... On dit que, par exemple, dans l'administration pénitentiaire, il y a des jeunes qui sont envoyés au concours pour rentrer déjà à la main de gangs. On le dit. Moi, j'en ai jamais eu la preuve, mais c'est quelque chose qu'on dit. Qu'ensuite, des gens soient approchés une fois qu'ils sont en place, c'est quelque chose qui existe aussi. Mais vous avez aussi des anciens qui sont désabusés, qui n'ont rien à voir avec les quartiers, et qui se disent, et c'est ça la gangrène, c'est ça qui est très grave, qui se disent, le système ne marche plus, moi j'en prends plein la gueule, si vous me permettez l'expression, oui. Donc pourquoi est-ce que je continuerai à jouer le jeu pour 1 800 € par mois quand je ne suis pas soutenu, je ne suis pas reconnu, le système s'effondre, et moi je vais penser à moi-même et à ma famille, et donc je vais commencer à dévier. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi grave que le fait que structurellement, des organisations tentent de pénétrer les systèmes de l'État. Aujourd'hui se clôture, Thibaut de Montbrial, le procès en appel de 4 personnes impliquées dans l'assassinat du professeur Samuel Paty. Vous êtes l'avocat de Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty. Comment est-ce que vous appréhendez et comment est-ce que vous avez appréhendé ce procès d'une rare violence, vous nous dites? Le procès se terminera lundi, il a pris un peu de retard. C'est un procès qui est un procès absolument majeur. La décapitation de Samuel Paty, c'est la première fois que la charia a été appliquée dans une rue française, un vendredi après-midi, le 16 octobre 2020. Et c'est Anzorov qui a été tué, qui est le terroriste qui a tué Samuel Paty, mais que la police ensuite a neutralisé, est devenu un héros pour une fraction de la jeunesse française. C'est le Mohamed Merah des années 2020. Donc, ce procès est très suivi par les islamistes, il est très suivi également, notamment par les enseignants. Et ce qui m'a beaucoup frappé, d'abord, c'est que les débats ont été extrêmement rudes. On a eu une défense, notamment du principal accusé, qui est un prédicateur islamiste, qui s'appelle Abdelhakim Sefrioui, qui est une défense, effectivement, qui a généré énormément de tensions. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que le choix de cet accusé de se défendre en se victimisant et en présentant le cours de Samuel Paty comme un cours, je cite, discriminatoire et sous-entendu, à peine sous-entendu d'ailleurs, blasphématoire, c'est très inquiétant parce que c'est la première fois qu'un islamiste se défend en se victimisant devant l'opinion publique. Et moi, ce que je pense, c'est que M. Sefrioui a intégré le risque élevé de sa condamnation et qu'il veut se présenter aux yeux de jeunes islamistes comme étant un martyr de la cause d'une France qui serait islamophobe par une justice qui serait islamophobe. Rien n'est plus faux. La justice, c'est le bouclier de la République française. Et l'application de la loi, c'est ce qui nous sauve. Mais ce système de défense qui consiste non plus à se défendre sur des faits, mais à se présenter comme victime d'une société qui serait islamophobe, c'est un signal. Le simple fait qu'il pense pouvoir être entendu par une partie de la population est quelque chose que je trouve extrêmement inquiétant pour la France de 2026.
Thibaut de Montbrial, les 15 et 22 mars, on votera, ce seront les municipales, les élections municipales. Est-ce qu'il y a un risque que des personnalités islamistes s'infiltrent dans certaines listes municipales ? Ah bah, le risque est avéré, il figure noir sur blanc dans le rapport sur l'entrisme des frères musulmans que Bruno Retailleau a fait déclassifier en partie quand il était ministre de l'Intérieur à l'automne dernier. Et suscitant d'ailleurs une levée de bouclier d'un certain nombre de gens sur la gauche de l'échiquier politique, qui en dit long sur l'entrisme d'ores et déjà de l'islamisme au sein de ces organisations, telles que notamment la France Insoumise. Mais pour le reste, le risque concerne tous les partis politiques. C'est pas tant qu'on ait un islamiste revendiqué qui soit élu en tête de liste, pour l'instant ça n'est pas possible. Mais par contre, vous avez dans toutes les listes, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, etc., risquent d'être pénétrées par une personne qui viendrait, souvent d'ailleurs de façon dissimulée quant à ses intentions, pour que petit à petit, sur 5, 10, 15, 20 ans, la France se retrouve avec des élus qui, ici et là, portent le courant politique islamiste. Et puis, vous savez, ça crée, ce seront des petites rivières qui font des grands fleuves. Et n'oubliez pas que les sénateurs sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire notamment par les conseillers municipaux. Donc, sur 5, 10, 15 ou 20 ans, il peut y avoir un courant de sympathie islamiste, notamment plus porté par la gauche que par la droite, mais y compris avec des gens infiltrés sur des listes de droite. Donc c'est un phénomène sur lequel il faut être très vigilant. Les services de renseignement sont vigilants là-dessus, mais ils ne peuvent pas être partout. Et surtout, Romain Desarbres, face à l'islamisme, il ne faut surtout pas être naïf. Il ne faut surtout pas penser que parce qu'en apparence, ils ne sont pas nombreux, il n'y a pas de danger. Encore une fois, l'histoire est faite de dynamique. Et sur la question de l'islamisme en France et en Europe de l'Ouest, la dynamique est catastrophique. Thibaut de Montbrial était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, France, le choc ou la chute, pour un retour de l'autorité, aux éditions de l'Observatoire. Merci Thibaut de Montbrial. Merci à vous. À bientôt.